Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de parler dans cette vidéo de la bibliothèque jQuery. Alors nous avons déjà étudié le JavaScript. jQuery c'est une bibliothèque JavaScript et j'ai mentionné dans le titre que c'est la bibliothèque JS la plus utilisée. Peut-être il y en a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi en ce qui concerne cette définition, car ils croient peut-être que React est la bibliothèque la plus utilisée. C'est vrai que actuellement le niveau de recherche dans les trends Google, le niveau de recherche du mot-clé React est plus élevé par rapport au mot de recherche jQuery, mais lorsqu'on parle du niveau d'utilisation, l'historique joue un rôle très très important. jQuery existe dans le marché depuis longtemps par rapport à React.js et on la trouve dans plusieurs projets très très connus. Nous allons par la suite citer quelques-uns. Alors c'est pour cette raison que je me suis donné le droit de nommer la bibliothèque JS comme la bibliothèque la plus utilisée. Alors je vais commencer la vidéo par une définition de bibliothèque. Une bibliothèque est une collection de ressources utilisées par les programmeurs informatiques. D'accord. Elle comporte plusieurs fonctionnalités dont l'objectif est l'aide du développeur. Comme on a déjà, une bibliothèque, c'est un ensemble de fonctions et fonctionnalités dont l'objectif est aider le développeur à atteindre un objectif bien précis dans les meilleurs délais. Ça veut dire que si le développeur a l'habitude de faire un travail par exemple dans 3 heures, la bibliothèque doit être capable de réduire la durée de 3 heures en 1 heure par exemple, et ça dépend de la bibliothèque utilisée. Et vous avez déjà utilisé plusieurs bibliothèques dans votre cursus étudiantin jusqu'à l'instant, comme math.h, c'est une bibliothèque en C pour vous aider à faire des opérations mathématiques sans les programmer, comme SQRT et PO. Vous vous rappelez très bien que par exemple la fonction PO, vous l'avez déjà créée vous-même dans des exercices qui sont connus en ce qui concerne la série C, surtout dans les premiers TP, lorsque vous commencez à comprendre le principe d'affectation, le principe des variables entiers, etc., le principe des opérations arithmétiques, mais par la suite, il y a une fonction qui existe dans une bibliothèque nommée math.h. Vous aviez l'habitude d'écrire include math.h dans l'entête de votre fichier C. C'est la liaison de votre bibliothèque avec votre projet. Et vous avez déjà travaillé par exemple avec stdio, inout, bibliothèque C pour vous aider à programmer les entrées sorties, livrement par exemple printf et scanf. Alors vous avez déjà l'habitude de travailler avec les bibliothèques, sauf que peut-être vous ne l'avez pas encore défini et vous n'avez pas encore essayé de travailler à 100% avec une bibliothèque qui va vous aider à 100% à réaliser des tâches JavaScript. Ça veut dire le fait de pouvoir écrire des programmes, des applications qui s'exécutent côté client, car en fait c'est du JavaScript, sans toucher en JavaScript. Travailler qu'avec du jQuery. Bon, c'est une chose qui est un petit peu difficile de le faire, car lorsque je travaille avec jQuery, les connaissances du JS sont vraiment importantes et nous allons peut-être dans des exercices que je vais partager avec vous, travailler avec du JS natif au sein du code jQuery. Alors, je ne vais pas encore parler de la bibliothèque jQuery, parlons de la définition encore d'une bibliothèque. Les avantages, c'est augmenter la productivité. Ben, ça c'est clair. Alors si le développeur est capable de faire le travail de 3 heures en 1 heure, ça veut dire que nous sommes en train d'augmenter sa productivité. Il est plus productif que hier, par exemple, ou bien il est plus productif lorsqu'il utilise la bibliothèque. Le développeur sera capable de terminer son travail dans les meilleurs délais, car les bibliothèques vont l'aider à le faire. Sont simples à maîtriser. Les bibliothèques n'imposent aucune méthodologie de programmation. Vous êtes libre à les utiliser n'importe où et n'importe quand, mais bien sûr là où il le faut. D'accord? Il suffit pas juste de dire utiliser n'importe où et n'importe quand. Ça veut dire que vous allez les intégrer vraiment n'importe où ou n'importe quand. Il n'y a pas de règle d'intégration, mais on les intègre là où il le faut. Lorsque nous avons besoin vraiment de les intégrer. Alors les bibliothèques n'imposent aucune méthodologie. Ça c'est un avantage en ce qui concerne les bibliothèques. Ça veut dire que je suis pas vraiment obligé de lire et essayer de
de chercher des informations et de chercher des documentations en ce qui concerne la façon avec laquelle la bibliothèque est en train de travailler en arrière-plan pour pouvoir l'utiliser. Je vous donne un exemple, Angular. Angular, c'est un framework JavaScript. Son utilisation est beaucoup plus compliquée par rapport au jQuery. Pourquoi? Car il impose des normes à respecter. Enfin, avant d'utiliser Angular, l'étudiant est obligé de comprendre comment Angular fonctionne en arrière-plan pour qu'il puisse travailler avec Angular. Avec jQuery, vous allez le voir, nous allons commencer le TP et le travail avec jQuery sans rien savoir en ce qui concerne la façon avec laquelle jQuery est écrit en arrière-plan. Par la suite, si vous voulez travailler avec jQuery en utilisant un design pattern, là, vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de travailler sans design pattern, vous êtes libre de le faire avec des fonctions, sans fonctions. Ça veut dire que les bibliothèques offrent un niveau de liberté qui va les rendre simples à maîtriser. La maturité. Les bibliothèques existent depuis longtemps. Alors, en utilisant une fonction de bibliothèque, la sûreté de son fonctionnement est plus élevée par rapport au développement d'une nouvelle à partir de zéro. Ça veut dire, par exemple, la fonction POW existe vraiment depuis longtemps. Alors, on est vraiment sûr que la fonction POW ne peut pas nous donner une erreur de n'importe quel cas. Ça veut dire qu'elle traite tous les cas du POW. La même chose pour SQRT. Alors, lorsque je travaille avec une bibliothèque, je suis un petit peu, non pas à 100%, mais un petit peu sûr que la fonction existante déjà dans la bibliothèque est une fonction mûre, une fonction qui a été testée pour plusieurs fois par plusieurs développeurs et généralement elle n'a jamais donné un avis défavorable. C'est pour cette raison on qualifie que les fonctions ou bien l'utilisation des bibliothèques est une utilisation mature. La communauté, chaque bibliothèque a de nombreux utilisateurs au monde entier, alors les forums, les questions et réponses seront à votre disposition. Alors lorsqu'on travaille avec une communauté très très grande, ça veut dire que généralement les personnes ou bien les membres de cette communauté ont déjà trouvé quelques erreurs, ils ont déjà posé quelques questions sur le forum et il y en a d'autres membres de cette communauté qui ont répondu à ces questions. C'est pour cette raison que nous qualifions que la communauté d'une bibliothèque, lorsque vous travaillez JS avec votre façon, peut-être que vous êtes le seul au monde entier que vous travaillez avec cette façon. Alors, pour trouver une autre personne qui va vous aider à résoudre un problème, c'est un petit peu difficile de le faire. Mais lorsqu'on travaille avec une bibliothèque, des normes à respecter sont imposées, non pas à 100% bien sûr, car nous sommes en train d'utiliser une bibliothèque, mais généralement je vais trouver plusieurs personnes qui travaillent avec cette bibliothèque déjà existence dans le marché depuis longtemps, alors la communauté va vraiment m'aider à résoudre mes problèmes. Et le seul inconvénient pour les bibliothèques, c'est, bon, il y en a des personnes qui vont le voir comme étant un inconvénient, il y en a d'autres personnes qui vont le voir comme étant un avantage. Maîtrise nouveauté de langage de base. Par exemple, jQuery, son langage de base, c'est du JS. Alors, je dois maîtriser vraiment le JS et les nouveautés de JS, car généralement, je vais trouver des syntaxes JS avancées intégrées dans jQuery et je serai obligé de les utiliser. Et là, à chaque fois que je me bloque en jQuery, je vais me trouver obligé de lire qu'est-ce qui se passe au niveau de JavaScript. Alors, lorsqu'on travaille avec les bibliothèques, en fait, à chaque fois, ils nous donnent une nouvelle version, et dans les nouvelles versions, ils suivent les dernières nouveautés de langage de base. Alors, en étant un développeur, je suis obligé de connaître des nouveautés de langage de base. Les développeurs des bibliothèques essayent de suivre la technologie en intégrant des nouvelles syntaxes de langage de base. JS pour jQuery par exemple, cela pousse le dernier utilisateur, ça veut dire vous, de connaître aussi les dernières nouveautés de langage de base. Cela, comme je vous ai dit, il y en a des personnes qui vont le voir en tant qu'inconvénient, il y en a des personnes qui vont le voir en tant qu'un avantage. Alors maintenant, parlons de jQuery. La nature, c'est une bibliothèque JavaScript. Le slogan, c'est Do less, get more, c'est-à-dire écrivez moins de code et vous allez recevoir plus de fonctionnalités. Et bien sûr, c'est l'avantage des bibliothèques. La première version depuis 2006, janvier 2006. Dernière version, et nous sommes en 3, mois 3 2020, c'est la version 3.4 jusqu'à l'instant. Fondateur, John Lezig, actuellement développeur à Khan Academy en tant que responsable de projet JavaScript. Objectif, faciliter la manipulation de DOM. Généralement, lorsqu'on utilise jQuery, nous voulons un petit peu simplifier la manipulation du DOM. Je vous rappelle que
Avec du JS pour manipuler le DOM, nous avons vu, hein, il y en a encore plus, mais nous avons vu 5 méthodes: get elements by ID, get elements by tag name, get elements by class name, get elements by name, etc. Enfin, il y en a des méthodes à récupérer des éléments. Avec jQuery, c'est beaucoup plus simple, la récupération de ces éléments. Utilisation chez plus de 100 000 grandes entreprises comme Netflix, Google, Twitter, Uber, LinkedIn et Udemy. Remarque importante, les fonctionnalités de jQuery sont limitées, surtout pour les grands projets. L'utilisation de React Library ou Angular, c'est un framework, est recommandée. Ça veut dire jQuery, il est là juste pour les petits et moyens projets. Mais lorsqu'on travaille vraiment avec un très grand projet dont la logique est migrée vers la partie côté client, ça veut dire qu'elle doit être faite avec du JS ou bien TS, TypeScript, je suis obligé de mouver la technologie de jQuery vers React ou bien Angular. Vous avez le droit de travailler avec n'importe quelle autre technologie, library ou bien framework qui va vous aider à maîtriser mieux votre grand projet. jQuery, elle est un petit peu libre, ça veut dire le code il est presque partout, la maintenance va par la suite devenir plus compliquée. jQuery, la première question que nous posons toujours, c'est l'utilisation. Comment pouvons utiliser le jQuery? Alors, pour utiliser la bibliothèque, vous devez lier votre page HTML avec un fichier jQuery.js. Alors, comme vous avez l'habitude de le faire dans le langage C, de écrire link include math.h, la liaison de la bibliothèque, alors même avec ma page HTML, si je vais utiliser le JavaScript ou bien le jQuery dans la bibliothèque, je suis obligé de lier ma page HTML avec le fichier jQuery. Alors pour utiliser la bibliothèque, vous devez lier votre page HTML avec un fichier jQuery.js. Pour cela, vous avez deux choix, soit avec le téléchargement, soit avec un lien CDN. Et nous avons qualifié que le travail avec les liens CDN, c'est beaucoup plus rapide et performant par rapport au téléchargement, car le serveur dédié par la société jQuery est un serveur très puissant par rapport à votre serveur. D'accord? À l'exception que si vous êtes en train de travailler chez Facebook ou bien Google, et vous avez vraiment des serveurs plus puissants que le serveur dédié par jQuery. Alors, je vais commencer par la première méthode, c'est le téléchargement. Alors, il suffit de visiter le lien code jQuery.com avec la version, etc. Le navigateur va vous afficher un code jQuery. Par la suite, CTRL-A pour sélectionner le tout, CTRL-C pour copier. Par la suite, vous créez un fichier JavaScript dans le dossier de votre travail, collez le code dans le fichier, puis enregistrez, et liez le fichier jQuery avec votre page HTML en utilisant la balise script, comme vous aviez l'habitude de le faire avec vos propres fichiers. Alors, pour cette raison, ce que nous allons faire, c'est ça. Alors, tout simplement, google.com. Le site, c'est jQuery.com, en fait. jQuery, je m'excuse. Alors voilà, le site web officiel jQuery. Par la suite, download, le téléchargement. Alors c'est la dernière version 3.4, je clique et un code va être affiché, à le lien, et par la suite je peux faire ça, sélectionner un petit peu, CTRL-A pour sélectionner le tout, et CTRL-C, d'accord? Sélectionner le tout, CTRL-C, et par la suite, dans mon dossier de travail, par exemple je suis en train de travailler dans le dossier TP Web, nouveau dossier TP1 jQuery. Alors là, je vais créer un nouveau document texte. Je le nomme jQuery avec extension .js. Je vais ouvrir le dossier avec mon éditeur par défaut. J'utilise Visual Studio Code. Et là, je vais mettre tout le code dans le fichier jQuery.js. CTRL-S pour l'enregistrement. Je vais essayer de créer une nouvelle page HTML. Alors, index
.html. Voilà. Alors le code minimal, je m'excuse. Alors là, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. Body, bien sûr, avec body. Et là, comme je vous ai dit, le code HTML. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est du préférable de lier le fichier jQuery ou bien de lier vos fichiers JavaScript dans la fin de votre document HTML, mais c'est pas quelque chose de très important. Vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire ici, au début de body, ou bien à la fin de body, mais on préfère à la fin de body. Alors, script. Et la source égale jQuery.js. C'est très simple. D'accord? Alors maintenant, mon document HTML est lié avec la bibliothèque jQuery et je vais par la suite partager avec vous le code avec lequel nous pouvons tester si la liaison est bien faite ou non. Alors sinon, si nous voulons pas travailler avec la méthode de téléchargement, je peux travailler avec le lien CDN. Alors on travaille avec le lien CDN, le téléchargement n'est pas obligatoire. Vous allez travailler avec un fichier hébergé sur un serveur distant. Pour cela, vous allez lier ce fichier avec votre page HTML en ajoutant tout simplement cette ligne. Alors au lieu de mettre le fichier JS téléchargé et mis dans votre dossier, vous pouvez travailler avec ce lien, d'accord? C'est exactement la même chose. Alors, le remarque CDN est plus rapide que le téléchargement. Vous avez 3 versions de jQuery. Vous avez la version de production, prod, qui est jQuery min.js, sans commentaire et retour à la ligne. Alors, automatiquement, la taille mémoire de ce fichier est beaucoup plus minimale. C'est la même version que cela. Si vous allez remarquer, le tout est écrit dans la même sans commentaire et presque dans la même ligne. L'organisation jQuery n'est pas existante. La modification dans un tel code est presque impossible. D'accord? Alors, nous avons la version développement. D'accord? C'est une version dans laquelle les commentaires sont intégrés, les retours à la ligne, après accolade, point virgule, je retourne à la ligne, etc. Alors, c'est une version dont la taille mémoire est un petit peu élevée. Et la version slim, c'est comme la version min, mais cette fois-ci, l'exclusion des fonctions d'effet, d'accord, et l'ajaxation, la pagination partielle. Ce sont des missions que nous allons faire par la suite avec jQuery. Mission 1. Tester le chargement de la page. Alors, la première chose que jQuery va nous offrir, c'est qu'il nous donne la possibilité de tester le chargement complet de la page, pour être sûr que le code jQuery ne sera exécuté qu'après le chargement total du contenu HTML, et pour éviter tous les problèmes de manipulation des éléments du DOM partiellement chargés, le jQuery nous offre sa fonction ready. Alors c'est exactement la même chose et nous avons déjà l'habitude de le faire avec du JavaScript. Cette fonction est l'équivalent de l'événement onload dans JavaScript. Alors nous avons parlé plusieurs fois de cet événement onload. C'est un événement qui va nous aider à dire à notre code JavaScript qu'il ne sera exécuté qu'après la fin de chargement de la page. Imaginons que dans votre page HTML, vous êtes en train de charger une image de 5 mégaoctets. Que le système commence à charger cette image, mais à un certain moment, il va nous donner une promesse qu'il va revenir à cette image. Pourquoi? Car l'image est en train de le bloquer. Alors l'image va être bloquée, et dans votre code JavaScript, vous allez essayer de traiter l'image. Par exemple, insérer une bordure, insérer un logo dans l'image, etc. Si vous le faites directement, votre code JavaScript va vous donner une erreur. Tout simplement, pourquoi? Car l'image n'est pas encore chargée à 100%. Alors si j'aimerais bien, et c'est une chose qui est recommandée, j'aimerais bien exécuter le code JavaScript juste après la fin du chargement de ma page HTML, je dois travailler en JavaScript avec la fonction onload ou bien avec ready dans jQuery. Cette fonction est appelée en utilisant l'objet document. C'est le body en HTML. Cette fonction accepte une autre fonction comme paramètre en intégrant la notion de callback. Il y a une fonction qui prend en paramètre une autre fonction et je vous ai dit que ces callbacks seront vos bêtes noires, bien sûr.
C'est une notion un petit peu compliquée. Nous avons parlé déjà de ça, la notion de callback, pour donner la possibilité à une fonction de s'exécuter après la fin d'une fonction JS. Alors la fonction de callback sera appelée après la fin de fonction ready d'une fonction automatique. Alors exemple, il va dire script la liaison avec mon code jQuery lien CDN, script $document c'est le body point ready, et dans la fonction ready normalement c'est ça la fonction ready. J'ai passé une autre fonction anonyme, son nom avec alert hello. Je vais revenir vers ma page pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Alors il y a voilà $document c'est body. Alors, lorsque le body est ready, d'accord, est prêt, c'est une fonction simple, c'est un appel d'une fonction simple, mais dans laquelle je vais passer une autre fonction en paramètre. D'accord, je vais faire ça, function, parenthèse, je peux faire function F1, d'accord, et comme ça. D'accord? Mais il faut savoir que les noms de fonctions sont utilisés afin de pouvoir appeler la fonction dans plusieurs emplacements. Malheureusement, cette fonction ne peut pas être appelée dans autre emplacement. C'est pour cette raison que son nom n'est pas obligatoire et c'est la notion des fonctions anonymes. D'accord? Alors maintenant, lorsque la fonction ready va terminer son travail, la fonction ou bien le code écrit entre ces deux accolades va être exécuté. Alerte. Hello. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour la première mission. Alors à partir de maintenant, toutes les fonctions, ou bien tout le code jQuery doit être écrit entre ces deux accolades. La mission numéro 2, sélectionner un élément, la manipulation DOM, la récupération d'un élément du DOM. Pour sélectionner un élément HTML afin de le manipuler, nous allons utiliser les mêmes sélecteurs du CSS. Cette méthode est utilisée en JavaScript en utilisant, je m'excuse, la fonction getSelectorAll. Selector. C'est la même chose que la fonction getSelectorAll du jQuery. La récupération jQuery retourne la liste de tous les éléments qui valident la condition de selector. Quand on a un selector CSS, et par la suite, c'est à la fonction jQuery de chercher les éléments. Pour affecter les éléments qui valident la condition, vous n'êtes pas obligé de faire une boucle comme en JS. Alors, vous vous rappelez très bien que lorsqu'on a parlé de getSelector comme fonction, je vous ai dit qu'il retourne le premier élément. Acceptant ou bien validant la condition passée en paramètre. GetSelectorAll retourne tous les éléments dans un tableau. D'accord? C'est comme getElements by tag name, c'est comme getElements by class name, etc. C'est exactement la même chose. Et si nous voulons affecter ou bien modifier quelque chose, faire des manipulations, par exemple modifier le contenu HTML, récupérer les valeurs, changer un attribut CSS, je suis obligé de faire une boucle. Car en JavaScript, cela retourne un tableau, et pour travailler avec un tableau et affecter tous les éléments de tableau, je suis obligé de faire une boucle. jQuery ne fait pas exactement la même chose. Alors la syntaxe ou bien le système jQuery prend en charge l'appel récursif ou bien l'appel répétitif de cette fonction jusqu'à la fin de tous les éléments. Alors prenons un exemple. Ici, nous avons body P, hello, P fait un bonjour, P avec salam. Script, la liaison avec jQuery, script, $document ready, function, accolade, parenthèse, point virgule. C'est le code minimal. Dollar, d'accord, P, alors c'est le sélecteur. Je demande au système de me sélectionner la valise, tous les éléments de valise P. .css colored. Alors .css colored, c'est une fonction prédéfinie en jQuery que nous allons voir par la suite, qui modifie l'attribut avec red. D'accord, l'attribut color avec red, soit automatiquement les 3 P vont être affichés avec la couleur rouge. La version JavaScript, body P, hello, P, bonjour, P, salam. Côté HTML, c'est la même chose. Script, il n'y a pas de liaison avec jQuery, bien sûr. Var elements reçoit documents.getElements by tag name P.
Alors cette fonction va me retourner un tableau et pour boucler sur tous les éléments, for i égale à 0, i inférieur de elements.length, length c'est un paramètre prédéfini en jQuery, en JavaScript qui nous donne la longueur d'un tableau i++, elements i.style.color, d'accord, la méthode de modification du style avec JavaScript reçoit ret. Alors vous voyez la différence entre la partie JavaScript et la partie jQuery. Ce que nous avons écrit en 1, 2, 3 lignes, nous avons pu l'écrire en une seule ligne. C'est pour cette raison qu'on qualifie que les bibliothèques sont là pour augmenter la productivité du développeur. Alors voilà peut-être la seule différence ici, c'est en ce qui concerne le code qui existe ici, c'est que en JavaScript, nous utilisons la propriété style avec la deuxième propriété CSS reçoit red, mais dans la partie jQuery, nous utilisons une fonction CSS, d'accord, déjà prédéfinie, qui prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'attribut, et le deuxième paramètre, c'est bien sûr la valeur. D'accord. Alors là, c'est le code en jQuery pour changer la couleur de 3P. La même chose pour JavaScript. Alors, pour résumer la mission numéro 2, pour récupérer un élément en jQuery, nous utilisons le $, parenthèse, et nous écrivons un sélecteur dedans. Par exemple, si nous voulons récupérer P, nous allons écrire P. Si nous voulons récupérer une classe bien précise, nous allons écrire point, le nom de classe. Si nous voulons récupérer un ID bien précis, nous allons écrire dièse l'ID. Alors, nous allons exactement travailler avec les mêmes sélecteurs du CSS. La mission numéro 3, c'est la mission la plus amusante. En jQuery, ce sont des effets ou bien des animations. Alors, les effets sont des animations prédéfinies par jQuery, déjà prédéfinies. 3 familles d'effets sont connues, dans slide, fade ou show. Toutes les fonctions, bien toutes ces fonctions acceptent un paramètre de type entier qui signifie la durée de l'animation en millisecondes. Alors, la fonction slide, fade et show, ce sont 3 fonctions dont l'objectif est de faire une animation dans une durée bien précise. D'accord? Par exemple, de 2 secondes, une animation de 2 secondes. Et l'objectif d'Ilham, c'est exactement le même. Slide, fade et show sont utilisés pour cacher ou bien afficher un élément. Ils font exactement la même chose, mais en se basant sur plusieurs attributs CSS différents, et nous allons voir par la suite qu'est-ce qui se passe entre les 3. Alors, les 3 familles font exactement la même chose, afficher ou cacher un élément du DOM, mais chacun a sa façon de le faire. Slide, un effet de glissage en haut pour cacher, alors qu'il y a un diff par exemple de hauteur de 200 pixels, le glissage en haut, glisser cette div en haut va la cacher à un certain moment ou en bas pour l'afficher. C'est l'effet sliding, d'accord? Scroll. Cette famille contient 3 fonctions. Slide down, time, slide up, slide down c'est afficher l'élément, slide up c'est cacher l'élément, et slide toggle va jouer entre les deux. Si l'élément est caché, elle va l'afficher, si l'élément est affiché, elle va le cacher. Fade, un effet de transparence entre 0, élément caché, et 1. Alors, slide joue sur l'élément height, elle commence à diminuer le height d'un élément jusqu'à sa disparition, alors de 200 à 0, et le fade joue sur la transparence, d'accord, l'opacity. 0, c'est un élément caché, et 1, élément affiché. Entre les deux, 0.5 par exemple, un élément semi-transparent. Cette famille contient 4 fonctions, fade in, time, fade out, d'accord, alors fade in, elle va l'afficher, fade out, elle va le cacher, fade toggle, si il est caché, elle va l'afficher, sinon elle va le cacher, fade to, passe 3 paramètres, ou bien accepte 2 paramètres, opacity et time. Fade to 0,5 par exemple, et time, pour aller d'une transparence de 1 à une transparence de 0,5 par exemple, si je précise que l'opacity voulue est 0.5. Show, un effet modifiant la valeur de height et la transparence. Il joue sur les deux attributs d'un élément, un effet similaire à slide et fade. Elle fait, par exemple, elle fait la même chose que slide et fade. Cette famille contient 2 fonctions, show et hide, avec time et time. Nous allons un petit peu tester ces fonctionnalités. Alors, j'ai un div, d'accord, background avec une couleur, l'height c'est 100 pixels et le width c'est 100 pixels. Alors, après le chargement de ce document.id, je vais écrire $. Alors, if j'ai un seul,
un seul div, j'ai pas de problème. Point slide up en 2000. Alors cela va donner un effet. Par là, peut-être, je vais essayer de le rendre en 300 pixels. Voilà, je m'excuse, c'est pas ça. Alors, height en 300 pixels pour être clair. Et le width en 100 pixels toujours. Voilà. C'est l'effet de slide up. C'est l'effet de slide up. Nous allons travailler cette fois-ci avec fade out pour le cacher. Voilà. Vous voyez qu'il garde exactement le même espace. D'accord, mais à un certain moment, son opacity est diminuée jusqu'à sa disparition. Je travaille avec hide. Vous voyez que la largeur et la hauteur commencent à se diminuer et en même temps l'opacity. Et en même temps, l'opacity fait un mélange entre les deux. Voilà, ce sont les trois effets déjà prédéfinis par les fonctions slide et hide. Remarquez, faites une petite remarque. Si j'écris alerte, hello, voilà, hello est affiché avant la finition ou bien la fin de notre effet. Pourquoi? Car le système va considérer que la fonction hide va prendre 2 secondes. D'accord? Alors c'est un effet bloquant ou bien c'est une instruction bloquante. Enfin, il va passer directement vers alerte. Alors pour imposer au système que cette fonction alerte ne sera exécutée qu'après la fin de l'exécution de la fonction, je suis obligé de travailler avec les callbacks. Voilà. Alors là, c'est function, son nom, fonction anonyme, accolade et alerte. Hello. J'ai éliminé celle-là. RAM. Voilà, la fonction s'est terminée. Ah, je m'excuse. Un est rajouté. La fonction va se terminer et par la suite le système va m'afficher hello. C'est pour cette raison que notre fonction est passée en paramètre de ready. Enfin, d'accord? Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est, je vais ajouter juste un diapo. Toutes les fonctions peuvent être appelées sans la précision du time. D'accord? Le time est 0 par défaut. Alors le changement s'effectuera mais sans effet. Ça veut dire que toutes les fonctions peuvent être appelées sans time. Voilà. J'ai éliminé celle-là. Alors hide, je peux l'appeler comme ça. Voilà. Vous voyez que l'élément va se cacher sur place dans 0 secondes. Alors il n'y a pas d'effet. L'objectif est entamé, mais l'effet et l'animation n'existent plus. Toutes les fonctions peuvent accepter un autre paramètre supplémentaire, c'est un callback. Alors si vous voulez appeler une fonction après la fin de l'animation, le dernier paramètre est le meilleur emplacement. D'accord, un exemple de code que j'ai déjà partagé avec vous. Et voilà le deuxième exemple de code. Par exemple, avec deux divs, un div avec id div 1, div avec id div 2. Alors, div 1 slide up de son function, et après la fin de cet événement de slide up, je vais commencer à faire un slide down à mon div 2. Et là, remarquez bien que le div 2 est display none. Ça veut dire qu'il est déjà caché. C'est pour cette raison que j'ai appelé la fonction slide down. Alors, création de deux divs avec deux idées différentes. Deuxième div est caché. Lorsque le document est prêt, nous allons cacher la première division, avec un effet slide en 2 secondes. Et après la fin de la première animation, nous allons afficher la deuxième division en 2 secondes. Voilà.